Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici votre animateur Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe. Cette semaine, Stéphanie Grimard, James Langlois et Benjamin Boivin. Bonjour à vous 3. Bonjour. Cette semaine, nous parlerons de la première semaine nationale de prévention de la violence et de l'intimidation. Nous entendrons aussi l'édito de Stéphanie Grimard sur un récent sondage qui brosse le portrait des chercheurs de sens au Québec. Et nous discuterons ensemble en fin d'émission des multiples bouleversements écologiques, économiques et politiques qui affectent notre monde. Sommes-nous en une époque de changement ou en un changement d'époque? Mais tout d'abord, pour commencer cette émission, notre question brise-glace cette semaine, toujours très profonde, un petit peu plus quand même cette semaine. Si tu pouvais rencontrer une personnalité historique, qui choisirais-tu? Stéphanie? Bien, moi, j'ai enseigné la philo quand même un certain nombre d'années, donc en bonne philosophe, je dirais Socrate. Socrate plus que Platon ou Aristote? Oui, plus que Platon et Aristote, mais aussi j'avais pensé de mentionner quelqu'un comme Hegel, un grand philosophe un peu obscur. J'aurais aimé aller prendre un verre avec, juste converser de manière décontractée et spontanée, voir qu'est-ce qu'il en est vraiment de sa phénoménologie de l'esprit. Est-ce qu'il est capable d'avoir une conversation humaine normale? Bien, je pense que oui, mais ce serait ça. J'aimerais bien le vérifier. Et toi, James? Bien, moi aussi, comme j'aime quand même la philosophie, spontanément, j'avais pensé à Socrate ou en tout cas à d'autres philosophes drôles comme Diogène. Ou, Mais là, je me disais, en même temps, si je veux rencontrer un personnage historique, j'aimerais quand même qu'on parle la même langue. Là, donc, je serais plus allé peut-être vers un artiste, là, Vincent Van Gogh, parce que je l'aime bien. Puis, Parlait français, lui. Ben oui, il a surtout vécu en France, OK, là, donc, je savais pas. dans le sud de la France, entre autres. Puis, donc, il avait l'air quand même spécial, là, Vincent. Donc, je me suis dit, tiens, j'aurais pu aller jaser avec lui 2 fois. Il était quand même croyant aussi. Tu as un fils, d'ailleurs, qui s'appelle Vincent. À cause de lui. Ah, OK. Et toi, Benjamin, quel personnage? C'est moi qui se déplace ou c'est lui? Parce que moi, je reste dans... Je veux mes rideaux blackout, mon air climatisé. Pas question que j'aille au Moyen-Âge, où ça pue, il fait soleil. Non, merci. Ben, ça va être une rencontre Zoom, disons. OK, rencontre Zoom. Hey, Ça t'intéresse, ça, non? Innocent III, je sais pas, le pape Innocent III, ça pourrait être intéressant. Il a quand même vécu à une époque digne d'intérêt pour l'histoire de l'Église. Un pape très puissant, là. Un peu comme Palpatine avec les rayons d'électricité comme ça. Là. Je pense que ça serait intéressant. Ah, moi, j'aimerais ça rencontrer, peut-être prendre une bière avec Tolkien. Je trouve que c'est... Ouais, dans ces rencontres de pub, là. Ouais. T'aurais pas peur de te sentir un peu con quand même avec Tolkien? Ben, je pense T'as quand même qu'avec une bonne estime de toi, je avec pense que tu t'en n'importe quel sortirais. grand personnage historique, je pense qu'on peut avoir ce sentiment d'être tout petit. C'est ça ma là. crainte, ouais. Ouais. Mais sinon, un autre pape, moi aussi, Benoît XVI, je pense que c'est quelqu'un, je pense, qui avait tellement une vision claire, une analyse claire de la société et de la culture d'aujourd'hui. Il me semble que la conversation pourrait être passionnante et aller dans plusieurs sens. J'avais pensé aller au nord de Vinci aussi, aller lui demander une fois pour toutes c'était quoi la Mona Lisa. Là, on aurait réglé la question. Très bonne idée, James. Alors, on y va tout de suite pour la nouvelle de cette semaine. Lundi dernier s'amorçait la toute première semaine nationale de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles du Québec sur le thème « Renforcer le respect et le civisme dans nos écoles ». Le ministère de l'Éducation a proposé différentes activités qui permettent de favoriser le développement de relations interpersonnelles harmonieuses et respectueuses. C'était une très longue phrase. James Langlois, comment est-ce que cette première semaine a été accueillie là, jusqu'à maintenant? Bien, plutôt difficilement, Simon, parce que, bon, un des grands moments forts qui inaugurait cette semaine, c'était, il y avait un moment dans les classes, là, mardi matin à 9h45, toutes les écoles, toutes les classes du Québec, là, à partir du 2e cycle du primaire, devaient s'arrêter à 9h45 pour écouter le message que le ministre Drainville avait enregistré, là, une discussion avec 3 élèves de l'école Rochebelle ici à Québec. Un petit côté soviétique quand même. C'est ça, il y a un l'opération. petit côté très soviétique. Est-ce que ça a vraiment été fait? Parce qu'il me semble que je n'ai pas entendu parler. Bien, ça a été fait dans une certaine mesure parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'enseignants tout de suite qui sont montés aux barricades pour dénoncer un peu cette, je dirais, ce côté mur à mur, là, cet aspect monolithique, parce que les syndicats aussi ont ramené beaucoup de revendications des enseignants parce qu'ils disaient, écoutez, là, nous, on a déjà beaucoup de choses à enseigner, on n'a pas beaucoup de temps. Là, en plus, il faut arrêter à ce moment-là. Aussi, selon l'horaire de certaines écoles, ça fait tomber dans la récréation. Il y a aussi des profs qui disaient que, bon, toute la gestion que ça allait entraîner avec les élèves, c'était pas prévu dans leur... Tout ça, ça s'est fait aussi à la dernière minute parce qu'il y a des profs, selon les commissions scolaires, qui ont reçu les avis quelques heures avant, la veille. Donc, ça s'est fait un peu, je dirais, de manière mitigée selon les endroits. Fait que oui, il y a peut-être des gens qui l'ont écouté. Puis il y en a même qui sont allés plus loin en disant,
moi, je veux rien savoir d'un ministre qui ne connaît pas du tout la réalité des réseaux scolaires. Je veux rien savoir de suivre ce qu'un parti politique qui veut nous enseigner l'ouverture alors que ce parti-là n'est pas très C'est pas parce qu'on est ministre qu'on est spécialiste de l'intimidation à l'école non plus. Non, exactement. Donc, mais là, ceux qui ont écouté le message, est-ce qu'en gros, ils ont dit que c'était quand même une bonne sensibilisation, que ça pouvait porter fruit, selon toi? Bien, moi, personnellement, je l'ai écouté, puis tu sais, il faut se remettre dans la peau d'un jeune adolescent, surtout. Bien, c'était pas que des adolescents qui l'ont écouté, mais tu vois, 3 adolescents qui parlent de l'intimidation avec un ministre, là, moi, je me rappelle, à l'école au secondaire... C'est intimidant. Ben non, mais je veux dire, ces jeunes-là, après, auraient sans doute été intimidés. Sans vouloir être méchant, et ça pourrait mal se terminer pour eux. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas comment ça a été accueilli dans les faits, mais au-delà de ce phénomène-là, je trouve que Est-ce que vraiment on a besoin d'une énième semaine de sensibilisation sur une thématique? Parce que ça revient toujours à l'idée que, bref, tu sais, je veux dire, l'intimidation, on en entend parler depuis... On était au secondaire, puis ça a commencé, la sensibilisation là-dessus. Or, là, ça fait 10, 15 ans que c'est un thème récurrent dans la société et ça n'a pas tant changé, je veux dire. Puis c'est probablement une des raisons pour laquelle là, il y a ce phénomène-là. Mais déjà en 2019, on rapporte qu'il y a 1/3 des élèves du secondaire qui subissent de l'intimidation. Donc, c'est encore très présent. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a un nouveau phénomène qui est de plus en plus présent aussi dans les écoles. Et c'est sans doute une partie qui a provoqué, une des raisons qui a provoqué cette instauration-là, c'est qu'il y a de plus en plus d'enseignants aussi qui vivent de la violence et de l'intimidation de la part de leurs élèves. Là, on parle d'une augmentation de 20 dans les dernières années. Puis, notamment à cause de la pandémie, ils ont noté des problèmes de santé mentale, des problèmes émotionnels qui ont des répercussions en classe. Mais justement, si le problème ne change pas, perdure, est-ce que justement le fait d'arriver avec une semaine de prévention, c'est pas justement poser une action pour espérer qu'on prenne davantage conscience du problème et qu'il y a un changement? J'ai la difficulté à comprendre ton point en disant que c'est inutile. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour diminuer l'intimidation? Bien, c'est une chose d'en parler, là. Mais après, il faut aussi passer à l'action. Puis déjà, moi, qu'il y ait des professeurs qui ne vont pas dans le sens de ce que le ministre demande, c'est déjà là, pour moi, la source d'un problème, au sens où il y a toute une question du respect de l'autorité ici. Puis si les enseignants eux-mêmes ne respectent pas l'autorité du ministère de l'Éducation, de ce qui est demandé par le ministre, même si c'est très imparfait, déjà là, on envoie un message aux étudiants que l'autorité n'est pas si importante. Et c'est ce qui fait par après que, là, on pourrait parler, entre autres, je dirais, de la crédibilité de la profession enseignante dans la société. On trouve que c'est pas si important que ça. Les profs, les parents aussi n'ont pas beaucoup de respect en général aujourd'hui pour la profession et le gouvernement en premier lieu. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a toute une mentalité où le respect de l'autorité n'est pas présent, puis les élèves peuvent se permettre après de manquer de respect à leurs professeurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup ça. Puis, donc, il faut le nommer, mais après, il faut aussi passer à l'action, puis sévir. C'est quoi l'action? Bien, c'est sévir. Moi, je pense qu'il faut sévir. Puis, donc, punir ceux qui font de l'intimidation, mais on le fait pas déjà, ça? Non, pas tellement. On est beaucoup dans une mentalité de bienveillance, d'accompagnement. Puis c'est un peu, on pourrait donner un exemple de la justice réparatrice. C'est très bon, la justice réparatrice, là. Mais dans la justice réparatrice, il y a aussi la justice. Donc, il faut que... Je veux dire, c'est pas normal quand des parents racontent qu'ils ont été obligés d'aller jusqu'au poste de police pour qu'ils aient subi... pour qu'ils puissent, je dirais... obtenir justice pour leur enfant. Merci, c'est ça, pour leur enfant, alors que les commissions scolaires font rien, ils sont toujours, on donne des avertissements et tout. Non, il y a un avertissement, t'es suspendu, un deuxième avertissement, tu vas dans une autre école. J'ai l'impression qu'il y a comme deux phénomènes qui se co-construisent. Tu as d'une part un système scolaire qui parle de plus en plus d'intimidation. Je veux dire, ça commence à faire longtemps qu'on en parle. Beaucoup par toutes sortes d'initiatives de ce genre-là. Puis en même temps, des profs, des institutions qui sont de plus en plus incapables, finalement, d'imposer des conséquences aux jeunes qui se comportent mal. Exactement. Donc finalement, là, il y a comme une perte de crédibilité à en parler plus pour faire moins. Tout à fait. Le phénomène prend de l'ampleur aussi avec la cyber-intimidation. Je pense que ça doit être pour ça aussi que le gouvernement sent qu'il y a quelque chose qui doit être fait parce que ça a vraiment pris une autre dimension, mais encore là, tout est dans la manière de... Je connais une jeune de 12 ans, l'autre fois au secondaire, qui était littéralement abandonnée sur un banc de neige à l'extérieur des limites de l'école parce qu'elle avait consommé de la drogue. Bon, c'est pas de l'intimidation à proprement parler, mais elle était abandonnée là par ses amis. Puis l'école n'a pu absolument rien faire parce que c'était pas dans son territoire, tu sais, quand même. C'est un peu... James Langlois, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Jeudi dernier, le Verbe Média dévoilait les résultats d'un sondage léger visant à brosser un portrait des chercheurs de sens au Québec.
Stéphanie, ça t'a inspiré ton édito pour de cette semaine. Oui, Simon. Alors, on apprend beaucoup de choses dans ce sondage. Déjà, il nous montre que près du tiers de la population québécoise francophone se considère en quête de sens. C'est beaucoup quand même. C'est déjà beaucoup, mais oui. Mais avant d'examiner un peu plus les résultats du sondage, permets-moi, Simon, de m'attarder un peu sur le sens, justement, du concept de sens. T'sais? Oui, on a catché le sens du sens. Donc, le premier sens... Réaction correspondante à la qualité de ta blague. Merci beaucoup. Donc, les chercheurs de sens, ils cherchent le sens du sens ou le sens? Non, moi, je vais m'attarder au sens du sens, au concept de sens. Bon. Vas-y, Stéphanie, Alors, on t'écoute. le premier sens qui nous vient à l'esprit à l'instant, c'est peut-être ce que je viens d'évoquer quand je parle de chercher le sens du mot sens. On veut en trouver la signification, ce que ça veut dire. Mais signifier, il n'y a pas que les mots qui font ça. C'est le propre de tous les signes. Par exemple, une pancarte sur le bord de la route. Souvent, il y a une couleur ou une image, on voit ça, puis ça amène notre intelligence vers autre chose, à un autre concept. Donc, on va interpréter ce qu'on voit, ce qu'on lit, pour en trouver le sens. Le fameux feu rouge qui veut dire « bougez pas ». On arrête, ça provoque une action. Ouais. Tu savais pas ça, James. Ça explique ta conduite erratique. C'est ça. Et la tienne? Mais, Pas pour donc, les mêmes raisons. fait que là, c'est ça, percevoir des signes et les interpréter, c'est un peu ce qu'on fait parfois aussi dans nos vies avec les événements qui nous arrivent. On les prend des fois pour des signes, avec une signification qu'on pourrait vouloir trouver. On fait tous un peu ça. Moi, je le faisais beaucoup adolescente, en tout cas. Une autre acception du mot sens, c'est l'idée de direction. Ça aussi, c'est directement en lien avec ce qu'on évoque quand on parle du sens de la vie ou de notre vie. On se pose tous la question, mais où vais-je? Alors, que fais-je, où vais-je, pourquoi suis-je? Et pour répondre à cette question-là, bien, il faut deux choses. Il faut savoir d'où l'on vient et puis aussi avoir un but vers lequel on tend. Comme un GPS, là. Oui, c'est ça. Je m'en allais là. Ah, désolé. Alors, comme quand on se représente une flèche aussi, tout simplement. Tu sais, elle va à quelque part. Elle part de quelque part, elle va à quelque part. C'est toute l'idée du projet. Les projets qu'on se fait, on se fixe un objectif et ça motive notre action présente. On a besoin de savoir pourquoi on fait les choses en deux mots, hein, en vue de quoi. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. » Mais pour arriver à faire ça, comme je disais tantôt, à se projeter dans l'avenir, il faut se connaître au présent. Et ça, on le fait toujours à partir de notre passé. Donc, c'est normal qu'on cherche parfois une sorte de carte ou, comme tu disais, l'équivalent d'un GPS pour trouver le sens de notre vie. Ou faire ses stops aussi. Aussi, c'est toujours... Des fois aussi, il faut recalculer une couple de fois. Oui, hein? recalculer l'itinéraire, absolument. Oui. Tout à fait. La dernière chose que j'aimerais mentionner pour compléter cette exploration des significations du concept de sens, c'est l'idée d'avoir une raison de vivre. Il y a un psychiatre autrichien assez connu, Viktor Frankl, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie ». Malgré le titre vraiment bizarre, Oui. je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Ben, moi aussi, m'a beaucoup, beaucoup marqué. Son idée principale, que son expérience dans les camps de concentration est venue confirmer, c'est que la question du sens peut carrément être une question de survie. Il a constaté, en effet, que les gens qui avaient une raison de vivre, par exemple une personne à rejoindre en dehors du camp ou l'idée d'une mission à accomplir qui viendrait justifier leur passage sur Terre, ces gens-là, donc, avaient beaucoup plus de chances de s'en sortir vivants. Donc, c'est pas rien, c'est pas une question banale, loin de là. Tout le monde se la pose un jour ou l'autre. Et en l'absence de réponse, quand on est face à l'absurde, autrement dit, il peut y avoir des conséquences, même, on le voit maintenant, physiologiques, là. Il y a beaucoup de gens qui feront remarquer qu'on peut penser à l'angoisse, l'anxiété, tous ces symptômes. Donc ça, c'est souvent en lien avec une sorte de vide existentiel. Le taux de suicide élevé aussi, de plus en plus. Ça peut aller jusque-là, tout à fait. Donc ça explique un peu cette donnée du sondage que j'ai mentionné plus tôt, à savoir que près du tiers de la population québécoise francophone se dit en quête de sens. Fait plus étonnant encore, la proportion passe à 55 % chez les jeunes de 18 à 34 ans. Il y en a plusieurs qui vont répondre à cette quête-là par la spiritualité au sens large, l'introspection, le développement personnel, parfois la méditation, toutes sortes de choses. Et d'autres disent s'appuyer sur leurs relations personnelles et familiales, les amis, les enfants. On entend souvent que les enfants sont une source de sens. Ou quand on tombe en amour. On sait très bien que quand on tombe en amour, les choses, tout d'un coup, parfois, magiquement, tout fait sens. Ouais. Mais ce qui ressort aussi du sondage, c'est que 32 % des Québécois en quête de sens accordent une place importante à la religion. Et même que 61 % d'entre eux pensent que la religion chrétienne peut répondre à la quête de sens. C'est beaucoup, ça, quand même. C'est beaucoup. Moi, ça m'a surpris. Dans le Québec d'aujourd'hui, je ne me serais Exact. pas attendu à quoi, 60 % tu dis? 61 % qui pensent que la religion chrétienne peut répondre à la quête de sens. Donc, dans un monde, comme tu le dis, où on entend partout que la religion s'est dépassée, c'est pour le moins surprenant. Mais c'est vrai, c'est ça, il y a plusieurs auteurs qui le démontrent et qui insistent beaucoup là-dessus. Ceux qui ont la foi sont moins dans cette angoisse que je décrivais là, face à la perte de sens.
Donc, la question de savoir, c'est la grande question aussi de savoir si c'est nous qui créons le sens ou s'il est à découvrir, à trouver quelque part à l'extérieur de nous. Je la laisse ouverte. Mais je pense qu'on le pressent tous à quelque part, on le devine en quelque sorte. Sinon, on ne le chercherait pas. Stéphanie Grimard, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci pour ton édito qui faisait plein de sens. Développement exponentiel de l'intelligence artificielle, montée fulgurante de l'autoritarisme, accélération de la crise climatique. Notre question de discussion cette semaine, sommes-nous en une époque de changement ou bien en un changement d'époque? Grande question. Et donc, puisque tu es une philosophe, Stéphanie, je commence avec toi. Changement d'époque ou époque de changement? Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est quand même dans un changement d'époque. Je trouve que juste la situation géopolitique actuelle, c'est comme si les plaques tectoniques bougeaient. Moi, je ne pensais pas vivre un tel changement de mon vivant. Mais il n'y a pas que la situation géopolitique. C'est ça, on peut mentionner la crise climatique, L'intelligence artificielle va nous faire peut-être basculer vers un monde qu'on ne soupçonne même pas. Donc, j'ai cette impression-là qu'on est à un point de bascule. Et je dois dire... La crise de sens? Oui. Mais oui. Ça aussi, ça fait partie de choses qui... On est contemporain, je pense, de quelque chose qui ressemble à un changement d'air. Est-ce qu'en même temps, chaque génération n'a pas l'impression qu'elle vit elle-même le grand changement d'époque? Est-ce que les médias, les réseaux sociaux qui polarisent ne mettent pas un accent de plus en plus sur des nouvelles négatives qui nous font penser qu'on est dans une crise extrême ou dans un chaos en ce moment dans le monde? Autrement dit, est-ce que ce ne serait pas plus une question de perception que de réalité? Le rôle Parce des que médias. je partage ta perception aussi de changement d'époque, mais des fois, j'essaie de faire un recul puis je me dis, peut-être que je me fais avoir, en fait. C'est sûr que le rôle des médias est peut-être à questionner. On sait que ce qui attire le plus l'attention, c'est souvent les mauvaises nouvelles. C'est ce qui peut justement créer de la peur. Donc, c'est une question tout à fait légitime. Là. Je sais pas si... J'incline à penser que tu as raison, Simon, même si ça me déplaît beaucoup de devoir l'admettre en public. J'ai l'impression qu'à peu près à toute personne, à toute époque, a l'impression de vivre à un moment charnière de l'histoire. On a l'impression d'être soit au début, soit à la fin du monde, de vivre un changement d'époque majeur, de vivre... Les grands moments de l'histoire, finalement, sont ordonnés à notre personne. C'est bien parce que je suis contemporain de l'époque que l'époque est importante. Et donc, on va toujours interpréter les choses qui se passent autour de nous à travers ce filtre-là. Et beaucoup de gens, finalement, vont avoir cette impression-là. Moi, j'ai étudié en relations internationales. Dans les années 90, on disait qu'on vivait un changement d'époque fondamental. Et peut-être qu'à cette époque-là, c'était vrai. Après tout, il y a un monde complet qui s'est effondré avec l'effondrement de l'Union soviétique. Est-ce qu'on peut vraiment parler à notre époque de changement aussi important? Je ne sais pas si on est dans une période si on est à un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Je pense que ça reste à démontrer. Et finalement, les expériences que l'on vit semblent être embryonnaires. On parlait d'intelligence artificielle, de changement politique. Bien, pour le moment, là, ceux qui s'inquiètent de l'arrivée de l'autoritarisme, bien, ils ont la démonstration à faire que ça se produit. Après tout, M. Trump, qui est souvent la cible de ces inquiétudes-là, a été élu démocratiquement. Et même s'il fait un usage étrange des institutions politiques américaines, il le fait en respect de la lettre de la loi, finalement. Du moins pour certains aspects. En ce qui a trait à l'intelligence artificielle, beaucoup de gens nous font miroiter que ça va changer le monde fondamentalement. Pour le moment, je veux dire, c'est des changements qui sont plus de l'ordre du comment faire les choses que de comment... Pourquoi les faire? C'est des évolutions qui vont plus dans une direction qu'on est capable de connaître et de comprendre que des changements de paradigme qui nous laissent complètement incapables de gérer. La crise climatique, finalement, bien, dans les années 80, on s'imaginait que la crise climatique allait amener à un point de rupture imminent dans les prochaines décennies. Moi, je me souviens encore de Al Gore qui disait qu'aujourd'hui, le monde serait fini. Et pourtant, le temps passe et le monde continue de faire son petit bout de chemin. Et puis finalement, bien, peut-être que le changement d'époque qu'on voit, il dit quelque chose de notre orgueil, finalement. Non, mais je pense qu'il faut s'entendre aussi sur qu'est-ce qu'on entend par un changement d'époque, parce que tous les changements ne sont pas aussi importants les uns que les autres. Je pense pas qu'il y a aucun changement qui est aussi important qu'avant et après Jésus-Christ dans l'histoire, là, puis je pense pas qu'on en vit un présentement. Mais après ça, est-ce qu'il y a des changements qui amènent des
des nouvelles ères ou une entrée dans des nouvelles périodes du fonctionnement de l'humanité ou du fonctionnement du monde. Je pense qu'on peut le dire sans nécessairement être nombriliste. La technologie est un changement dans notre humanité qui n'était pas là il y a un siècle. Donc... Mais il y a peut-être toujours plus de continuité qu'on pense. Quand les historiens nous racontent l'histoire, ils créent des ruptures. 1492, la découverte de l'Amérique, 1789, la Révolution française. Mais je veux dire, dans l'ensemble du monde, le lendemain de la Révolution française, c'est pas vrai que la vie de tout le monde a changé, surtout pas en dehors de la France. Non, mais à l'ère de l'information, les gens sont plus conscients de ce qui se passe autour d'eux et ça fait davantage partie de leur expérience du monde et leur compréhension du monde est davantage informée par l'idée finalement, on passe d'une époque à l'autre. Mais de fait, là, les gens qui ont vécu dans l'époque en 1910 et qui ont vécu en 1920 ont vraiment vécu le changement d'un monde à un autre. Là. Lorsque Stefan Zweig parle du monde d'hier, par exemple, la Première Guerre mondiale, elle a complètement transformé la civilisation européenne. Ça, c'est sans parler de la Seconde Guerre mondiale. On a parlé de la fin de la guerre froide. Il y a des changements qui sont perceptibles dans la vie des personnes. Et finalement, est-ce que les changements que nous vivons actuellement sont si importants que ça? Bien, je ne sais pas. Bien, moi, je trouve quand même que le changement technologique pourrait nous faire changer d'époque. J'ai l'impression que ça change notre manière de vivre, d'entrer en relation avec les gens, je veux dire, que ce soit à l'autre bout du monde. Notre rapport au temps et à l'espace aussi est modifié. Notre manière même de penser pourrait être influencée par ça. Comme l'imprimerie a amené un nouveau changement d'époque. Oui, aujourd'hui, tout le monde peut publier gratuitement, de manière illimitée, même des vidéos. J'ai l'impression que ça change, pas instantanément en l'espace de 1 an ou de 10 ans, mais je pense que sur un demi-siècle, on vit quand même un changement majeur en ce moment avec l'apparition de ces nouvelles technologies. Mais comme Benjamin le dit, on est quand même au début, donc c'est toujours rétrospectivement qu'on peut affirmer des grandes choses comme ça. Mais en effet, moi, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter, puis les voix se font quand même entendre. L'impression, elle est là. Les gens qui vont dire, par exemple, bien, à cause de la crise climatique, on fait face presque à notre extinction comme espèce. Je veux dire, peut-être que c'est alarmiste puis c'est apocalyptique. Puis on a connu d'autres discours comme ça auparavant, mais il reste que... moi, je les entends quand même, ces voix-là qui vont jusque-là. Ou la mainmise de de tous les pouvoirs politiques ou sociaux dans les mains des grandes entreprises technologiques, c'est quand même un changement aussi sociopolitique important, là, ce que beaucoup appellent soit le techno-fascisme ou de manière un peu différente la techno-féodalité. Les grandes entreprises comme Amazon, Apple, qui deviennent plus puissantes que des États-nations. De fait, je pense que s'il y a un changement d'époque qui est en train de se produire, c'est probablement autour de cet enjeu-là qu'il est en train de s'articuler, parce que ça, c'est des gens qui avaient à peu près aucun pouvoir et aucune influence il y a 25 ans et qui, aujourd'hui, ont la capacité de déterminer le devenir de centaines de millions de personnes à travers le monde. Elon Musk, maintenant, aujourd'hui, avec tous les moyens dont il dispose, a beaucoup plus de pouvoir que la grande majorité des dirigeants politiques dans le monde. Et ça c'est contraire à la logique du système, au fonctionnement de l'ordre international tel qu'on l'a expérimenté dans les au moins 100 dernières années. Par contre, des dérapages démocratiques, la montée du populisme, des dictateurs, des guerres, tout ça, il y en a toujours eu, en fait. Donc ça, moi, j'y vois, un changement d'époque, la continuité de cette humanité blessée. Là. Par contre, j'ai l'impression que les changements actuels s'inscrivent dans ce que les penseurs appellent la postmodernité, surtout depuis Hiroshima, la bombe atomique, où vraiment il y a un désenchantement de la promesse de progrès infini vers laquelle on irait, là, que la modernité avait voulu nous faire croire. Il y a comme un retournement contre l'humanité de ce qu'on pensait être la source du progrès. La technologie qui nous rend fous un peu, la démocratie qui se retourne des fois contre le peuple, l'opulence de la richesse qui nous rend malades, etc. Donc le rejet de la religion qui, on pensait nous libérer, mais qui finalement nous rend esclaves autrement. Le remède qui devient un peu le poison. Là. Mais de ce point de vue-là, le blogueur Jonathan Pajot fait remarquer qu'on est peut-être en sortie de ce paradigme scientifico-matérialiste, qu'on est dans un autre paradigme plus de réenchantement du monde de sens, en fait. Là. Donc, disons que c'est très micro encore. Hein? Oui, mais ça reste pense qu'il y minoritaire. a beaucoup quand même d'éléments. Là. Un dernier mot, Benjamin? Non, j'ai rien à dire de plus. Moi, en tout cas, je voulais dire quand même que le pape François, lui, va dans le sens d'un changement d'époque. Il disait déjà dans 2019, dans son discours des vœux de Noël à la Curie romaine, « Ce temps que nous vivons n'est pas seulement une époque de changement, mais un véritable changement d'époque. » Et il ajoutait, « Nous sommes donc dans l'un de ces moments où les changements ne sont plus linéaires, mais d'époque, ils constituent des choix qui transforment rapidement notre mode de vivre, de tisser des relations, de communiquer, de penser, de se comporter entre générations humaines et aussi de comprendre et vivre la foi et la science. » En tout cas, c'est le diagnostic que fait le pape François actuellement.
Alors, la discussion peut se continuer sur la page YouTube du Verbe Média. Vous pouvez aussi nous écrire à... c'est quoi déjà? Verbomoteur. verbomoteur@le-verbe.com. James Anglois, la plateforme Amazon Prime diffuse une nouvelle série sur le roi David en ce moment. Oui, exactement. Ça s'appelle House of David, la maison de David. Pourquoi? Parce que ça raconte un peu l'histoire de la fin du règne du roi Saul, hein, qui était le premier roi hébreu, puis qui était remplacé par le roi David. Donc, on est vraiment au balbutiement de tout l'avenir de David qui est un jeune berger encore, qui reçoit son appel tranquillement, qui le développe. Non, mais ça a l'air, évidemment, c'est une histoire biblique, mais qui est vraiment... Est-ce que ça peut intéresser tout le monde ou seulement les chrétiens? Le scénario a été pensé de telle manière que c'est pas à strictement parler que le texte biblique, mais on extrapolait un peu pour mettre plus de jus, si vous voulez, dans les relations familiales, tout le contexte sociopolitique. Et c'est même, moi, qui n'aime pas en général, des fois les représentations un peu mièvres des histoires de la Bible, là, c'est très bien fait. C'est sérieux, c'est sérieux. Oui, c'est même... Il y a même beaucoup d'action dans le film, puis à la fois des représentations très inspirantes. Là. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne série. Des fois, des films ou des séries d'inspiration chrétienne sont de qualité cinématographique passable. Comment tu as trouvé le jeu des acteurs, les décors, la musique, tout ça? Bien, évidemment, je ne suis pas un spécialiste, mais moi, en tout cas, de mon point de vue, je trouve que c'est respectable et ça n'a pas de l'air quétaine ou de série B, ce qui est déjà beaucoup, je pense. C'est la raison aussi, je pense, pour laquelle Amazon l'a mis de l'avant. Là. Je ne pense pas que ça aurait été fait sinon. C'est un nouveau phénomène quand même. On voit ces grandes plateformes, Netflix, Amazon, par exemple, offrir des contenus chrétiens qu'on ne voyait pas dans les chaînes traditionnelles de télévision autrefois. C'est un changement d'époque. Mais c'est ça. Non, mais ce que les réalisateurs disent aussi, c'est que à cause de leur approche, c'est ce qui a plu à Amazon de montrer que, oui, c'est une histoire biblique de foi, mais c'est aussi une histoire finalement sociopolitique qui a beaucoup d'importance et qui peut interpeller tout le monde. Merci, James. Donc, ça s'appelle, cette série House of David. J'imagine on peut avoir la traduction française. Oui, c'est dans toutes les langues. Dans toutes les langues. C'est en 8 épisodes sur Amazon Prime et c'est sorti le 27 février dernier. Cette semaine, on se laisse en musique sur la chanson Le Bonheur de l'artiste francescois Pontex. C'est tiré de son nouvel album Le Canadien errant, sorti le 6 février dernier. Un mot sur Pontex, James? Bien, c'est intéressant parce qu'il parle quand même beaucoup de son rapport au catholicisme dans lequel il a grandi, avec probablement des aspects un peu critiques, mais je pense que on aura peut-être l'occasion de l'avoir dans le Verbe éventuellement, qui sait. Ah, qui sait. Alors, vous pouvez toujours réécouter, partager cette émission à partir de la chaîne YouTube du Verbe Média. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement au magazine Le Verbe qui produit cette émission en visitant leverbe.com. Je remercie Marianne Martin et Marie Laliberté et Barthélemy Rieu à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.